Alors bonjour tout le monde, encore une fois, notre balado, celui-ci du 23 juillet 2026, Réalisme climatique. Balado qu'on a débuté au mois de juin dernier et qui connaît un vif succès sur les internets, comme on aime dire ici. Nous invitons à montrer votre appréciation en cliquant le pouce en l'air naturellement. Ça nous permet d'augmenter le nombre d'abonnés et rendre la vidéo virale. C'est notre objectif. À notre émission, nous avons le privilège de compter sur le professeur Rénal Duberger, qui est de Québec et qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Rénal. Bonjour Richard. Bienvenue encore une fois avec nous. Et merci d'être avec nous, malgré que tu avais d'autres rendez-vous. Donc, on apprécie l'effort pour pouvoir participer avec nous. Et comme à notre habitude, nous avons aussi le privilège d'avoir le professeur François Gervais de France, qui est physicien et qui a enseigné la thermodynamique et la science des matériaux à l'Université de Tours. Aujourd'hui retraité, il est membre du comité scientifique de l'Association des climato-réalistes de France, dont Rénal fait aussi partie, prenant une position fondée sur les faits scientifiques avérés concernant le changement climatique. Bonjour, professeur Gervais. Bonjour. Et merci de vous joindre à nous de Touraine. Vous me disiez que vous êtes de la région de Touraine. C'est un plaisir. Bon, Merci de votre invitation. et vous me disiez aussi qu'il ne fait pas très chaud. La canicule est terminée en Europe, donc les climato-hystériques pourront se calmer le pompon en ce En 23 Europe, juillet. je ne sais pas, mais en Touraine, ici, Oui, en oui, général. 16 degrés le matin et 25, 26 l'après-midi, ça va. Ah, ben écoutez, c'est très similaire à nous ici au Québec. Alors, on apprécie d'avoir ce résultat en direct. Ben, écoutez, d'abord, je voudrais mentionner quelques titres de livres que vous avez produits, qui en disent long d'ailleurs sur votre position. Le premier, L'urgence climatique est un leurre. Alors, nous, on aime parler ici d'arnaque et de propagande mensongère, donc je pense qu'on est en terrain ami. L'autre livre, Le déraisonnement climatique, revenir à la science pour éviter la ruine. Je pense qu'il y a une dimension économique importante à cette hystérie climatique. Nous, ici au Québec et vous en France, on a une taxe carbone qui est, à mon avis, une aberration, mais le Québec est le seul État parmi les États canadiens et le deuxième avec la Californie à avoir cette supercherie économique qui affecte énormément le coût de la vie, notamment le transport des aliments. On pourra en parler en plus longuement. L'autre livre, Il n'y a pas d'apocalypse climatique. J'ajouterais cependant que l'apocalypse elle-même n'est pas créée par l'homme. Donc, ici, il y a toute la dimension de l'aspect du climat, du réchauffement climatique créé par l'homme. Alors ça, c'est une dimension qu'on aime bien dénigrer ici avec preuve à l'appui. Peut-être débuter, professeur, avec une définition. C'est quoi le climato-réalisme, vu que vous faites partie de l'association? C'est le fait d'être beaucoup plus attaché aux observations du climat qu'au modèle climatique de climat virtuel, en fait. Euh, Modèle du GIEC au hasard. Modèle du GIEC qui est souvent... c'est un peu comme les sondages, c'est-à-dire que c'est des analyses qui sont présentées, mais on ne présente pas tous les faits souvent, où on modifie, où on manipule le discours pour justement favoriser un agenda, si je comprends bien. Non, c'est surtout que récemment, sont revenus en arrière par rapport à leur scénario le plus Et apocalyptique, voilà. justement, et ils ont reconnu que c'était très exagéré et qu'on ne connaîtrait pas cela. C'est Effectivement, intéressant. il y a un scénario qui a été Ouais. amoindri, là, je me Le souviens jamais du scénario chiffre, RCP 8.5, RCP 8.5, ils sont descendus d'un cran. juste le nom est fait pour que les gens ne comprennent pas de ce qu'on veut dire, en fait. Qu'est-ce que ça représente, ce scénario-là, et comment l'ont-ils diminué, justement? Alors, qu'il y ait un rôle des émissions de dioxyde de carbone, le fameux CO2, oui, il y a un effet. Mais cet effet, évalué à partir du spectre
pardon, je suis un peu technique, Ça va. à partir du spectre infrarouge de l'atmosphère, cet effet, c'est 0,33 degrés depuis 1850. Hmm. Autrement dit, pas grand-chose. Il y a d'autres facteurs qui interviennent, qui effectivement, en particulier l'évolution de la couverture nuageuse, et ça c'est mondial, qui jouent sur l'évolution du climat. Mais depuis le début de ce siècle, c'est principalement l'évolution de la couverture nuageuse. Ah bon. Qui joue un rôle sur le réchauffement comme tel. C'est ce que vous dites. Est-ce qu'on peut parler de l'effet des îlots de chaleur? Parce qu'on a des concentrations quand même importantes de population dans les milieux urbains. On connaît les milieux urbains qui ont été développés surtout au 20e siècle avec beaucoup de béton, d'infrastructures qui accumulent la chaleur. La population mondiale, je pense, a doublé les dernières 5 décennies. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à cet aspect-là? Et est-ce que ça, C'est tout à fait vrai. est-ce que ça, c'est véhiculé par le GIEC? Est-ce que c'est quelque chose qui La est... population mondiale a doublé ces 50 dernières années, effectivement, Mhm. et la majorité de la population se loge en ville. Et en ville, avec le bitume, les toitures, enfin, sauf peut-être dans les pays euh, de l'Afrique du Nord où les toits sont blancs, ce qui limite cet effet. Mais à part cela, dans le monde, effectivement, l'effet du îlot de chaleur urbain, c'est bien documenté scientifiquement, a augmenté. Donc ça contribue aussi. Le professeur Vingarden, qui nous a fait une conférence au mois de juin dernier, nous parlait justement, et Rénald et moi, on avait le privilège d'être à la réunion du Heartland Institute à Washington. Donc, on entendait que souvent les prises de données ont été manipulées en étant dans des endroits où il y a des îlots de chaleur, c'est-à-dire sur le béton, et non pas représentatifs de l'environnement dans lequel ils prétendent être placés. Est-ce que vous diriez que cet aspect-là joue justement dans la collecte de données? Non, mais c'est un fait que quand on regarde les moments où il y a eu des canicules en France, c'est évident qu'au centre de Paris, il y avait 5 degrés de plus Oui. que dans les forêts à quelques dizaines de kilomètres de là. Mhm. Ça, c'est clairement l'effet d'îlot de chaleur urbain. Mais on a même vu justement des universités qui déplaçaient l'équipement de collecte de l'information d'un terrain gazonné vers le plus près possible des terrains asphaltés et bétonnés. Ben, c'est sûr que si vous mettez le capteur près d'un aéroport, il va trouver une chaleur supplémentaire. Exactement. Quel est l'impact, selon vous, des politiques dites de la décarbonation en général? Quelle est la situation en France, en Europe? Quand on regarde ce qu'on appelle la crise du détroit d'Ormuz, Ah oui. qui a limité, j'espère provisoirement, la distribution de carburant dans un certain nombre de pays du monde. Mhm. Bon, il est évident qu'on s'aperçoit qu'il y a un réel besoin pour des décennies encore d'utiliser du pétrole. Oui. On en a besoin du pétrole et du gaz. On en a besoin. On ne peut pas s'en passer aujourd'hui. La crise du détroit d'Ormuz a montré qu'on ne peut pas s'en passer. Effectivement, et c'est ce qu'il faut dire aux générations plus jeunes qui ont eu un lavage de cerveau, hein, les moins de 40 ans. C'est incroyable de voir comment on les a vraiment embarqués par rapport à une réalité complètement faussée. Moi, j'aime bien dire aux jeunes, par exemple, que s'il n'y avait pas de produits à base de combustible, ils n'auraient pas de téléphone portable, ils n'auraient pas d'ordinateur, il n'y aurait pas tout le confort que l'on a dans notre vie. Je ne sais pas, Rénald, si tu veux te joindre à nous par rapport à tes expériences, par rapport aux jeunes, justement, qu'on a trop longtemps brainwashé, pour employer l'anglicisme. Alors, Rénald, es-tu avec nous?
Oui, c'est. Oui, Quelle était ta question, je Richard? voulais dire, avec les jeunes, toi, tu as l'expérience d'avoir enseigné aux très jeunes et tu me disais que, justement, ils ont souvent une vision tronquée de la réalité. Ce que je disais, quand on mentionne aux jeunes le fait que les combustibles qu'on leur a présentés comme étant l'Apocalypse, justement, la création de l'Apocalypse, sans ces combustibles-là, il n'y aurait pas tout le confort, leur téléphone portable, leur ordinateur et tout le reste. D'abord, à propos des jeunes, Richard, j'ai beaucoup de choses à dire parce que je suis allé dans plusieurs écoles Oui. ici au Québec. Et d'abord, il faut regarder comment les sciences leur sont enseignées. Au Québec, on n'enseigne plus comme dans mon enfance la physique, la chimie, la biologie et la Ah géologie, bon? qui sont les quatre seules sciences de base. On enseigne maintenant un truc globalement regroupé sous la forme de sciences et technologies, dans Mhm. lequel il n'y a pas seulement de la science, malheureusement, il y a aussi de la religion, de l'endoctrinement, de l'idéologie. Mhm. On leur passe des messages. Et je demande, moi, aux parents d'enfants, surtout au secondaire, de regarder les manuels scolaires qui servent à l'enseignement des sciences à leurs enfants. Mhm. Regardez les photos, les graphiques là-dedans. Vous allez voir encore la fameuse crosse de hockey Oui. de Michael Mann, hein? Que le GIEC n'ose même plus publier, qui a été démoli par deux Canadiens. Ben, c'est encore dans nos Eh manuels oui. scolaires. Ça Mhm. fait 20 ans que c'est là-dedans et ça n'a pas changé. Donc, chez les jeunes, malheureusement, souvent, l'idéologie l'emporte sur la rigueur, sur la pensée scientifique. Et c'est ce que je constate quand je vais dans les écoles, quand j'allais dans les écoles, parce que je suis plus tellement invité, hein. Je suis un peu comme persona non grata. Excellent. On reconnaît le pédagogue, hein? Oui. Ben juste. Alors, oui, mais il y a encore quelques enseignants courageux qui osent m'inviter chez eux. Je suis un peu comme le renard dans le poulailler pour la plupart de ces enseignants-là, parce que la plupart sont, faut l'avouer, c'est des gens qui ont plutôt une orientation à gauche qu'à droite. Mhm. Et puis le climato-alarmisme, le réchauffisme, c'est plutôt à gauche Eh qu'à oui. droite. Eh oui. Et puis, moi, je salue le courage des enseignants qui osent m'inviter parce que je sens beaucoup d'hostilité à leur endroit de la part de Mhm. leurs collègues quand je rentre dans leur école. Euh, donc, c'est ce que je constate à l'heure actuelle. Mais la réponse que j'ai de la part des jeunes Mhm. m'encourage beaucoup parce qu'ils me disent la plupart, hein, c'est la première fois qu'on entend ça. Eh oui. Personne ne nous avait parlé de ça avant. Mais ils sont Ils conscients. découvrent quelque Mais les chose. jeunes sont conscients naturellement qu'ils se font dire des faussetés. Donc, ils constatent que ce que tu mentionnes, c'est la vérité. C'est ce que j'entends. Ben, moi, je prétends pas apporter la vérité. J'ose juste prétendre leur donner une version de l'affaire climatique dont ils n'ont jamais entendu parler, le revers de la médaille. Et je leur montre jusqu'à quel point, avec des exemples, on peut les berner juste avec Ben une oui. image. Dans leur manuel, je leur sors leur propre manuel, je leur montre la photo du petit ours polaire isolé sur son glaçon qui fond. Hein, c'est très subjectif, Ben oui. cette image-là. Et d'ailleurs, François a déjà repris une de mes observations dans un de ses livres Ah bon? où une mère de famille me disait, ma fille me dit, maman, à chaque fois que tu démarres ta voiture, il y a un ours polaire qui meurt. Alors, ça vous montre jusqu'à quel point l'émotion, l'idéologie, souvent l'emporte sur la rationalité, sur la rigueur scientifique. Exact. Et c'est ce que moi, j'ai entrepris de corriger quand je vais dans les écoles.
Mais bravo, puis c'est pour ça, Rénal, qu'on t'invite à toutes les émissions. Tu le sais, c'est une question d'emploi du temps plus qu'autre chose. Mais professeur Gervais, justement, parlons-en des faits en Europe, par exemple. On comprend qu'en Asie, il y a 80 de l'énergie produite via les combustibles. Donc, c'est une réalité qu'on oublie ou qu'on omet de nous dire ou de dire aux enfants, justement, dans les réalités que l'on vit qui ne peuvent pas être modifiées tant que ça, où on voit des volcans érupter comme c'est arrivé encore cette semaine. La Chine représente à elle-même, à elle seule, 50 des produits de gaz naturel et de charbon. Donc, les pays d'Occident n'ont pas un effet significatif. Comment pourriez-vous nous parler de cet aspect-là spécifiquement? Donc, un combat d'Occident par rapport à une réalité qui se trouve en Asie principalement. Alors, en France, la situation est un peu particulière parce que l'électricité est produite à partir essentiellement à 80% de l'énergie nucléaire. Nucléaire, oui. Donc, c'est complètement décarboné. De Mhm. ce point de vue-là, ça ne joue pas en France. Alors, malgré tout, il y a des gens qui mettent des panneaux solaires sur leur toit, et ça m'amuse parce que les panneaux solaires sont fabriqués en Chine Mhm. à partir d'une électricité produite à partir de combustion de charbon, autrement dit, d'une certaine façon, avec les panneaux photovoltaïques, on met du charbon sur les toits. C'est incroyable. Donc, on accentue encore plus ces statistiques-là au nom d'un combat qui est complètement loufoque, parce qu'en France, comme vous le dites, et professeur, pardon, Christian Girondeau nous disait la semaine dernière que sur 57 usines nucléaires en France, il y en a une douzaine qui ne servent même pas à la consommation en France, donc ils doivent exporter l'électricité. Donc c'est encore plus absurde cet aspect-là, et encore plus absurde le fait que vous ayez une taxe carbone aussi. En reprenant les chiffres du GIEC, je me suis amusé à calculer que la France, chaque année, réchauffe la planète de 0, attention, il y a beaucoup de zéros, 0,00005 degrés par an. C'est, c'est épouvantable. Non, mais Alors ça on en rit nécessite parce que c'est d'une évidemment absurdité consommée, mais ce une message-là ne dépense passe de pas. 100 milliards par an pour éviter ces 0,00005 degrés par an. Mais quand vous le dites dans les tribunes auxquelles vous êtes allés, sûrement vous avez eu des tribunes qui étaient très pro-hystérie climatique. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à cette réalité-là qui est complètement différente de ce Alors, qu'on je nous présente? suis de temps en temps interviewé par des étudiants d'école d'ingénieurs et à la fin de l'entretien, je suis obligé, et j'en suis vraiment navré, de leur dire, faites attention, ce que je vous ai dit, n'allez, si vous l'utilisez, vous allez flinguer votre carrière. Ah oui, hein, ça C'est c'est... dramatique. Donc ça c'est un refroidissement de carrière et non pas un réchauffement climatique qu'on vit. La réalité politique, elle est là. Et notre Ah oui, c'est objectif, complètement politique, oui. notre objectif ici, c'est vraiment d'amener cette dimension politique-là qui est une aberration. Mais il faut aller vers les fondements scientifiques pour justement démontrer, comme le disait Rénal tout à l'heure, sans arriver avec la vérité. On sait que si on dénonce les mensonges, bien, les gens vont comprendre qu'on s'en va vers des faits avérés et non pas vers des théories absurdes. En France, il y a environ 40% de climato-réalistes en France, Mhm. dans la population, OK. ce qui est quand même pas mal. Oui. C'est pas la majorité, mais ça progresse. Mais peut-être que c'est le pourcentage qu'on sous-estime parce qu'il est existant. La preuve, c'est que quand on donne des faits aux gens, la plupart disent comment se fait-il qu'on n'entend jamais ces faits-là? Alors, je pense qu'il y a vraiment une propension vers un raisonnement scientifique dans la population, mais le discours ne se rend pas. Parlons par exemple du CO2, qui est un peu l'espèce d'épouvantail qu'on nous a emmené depuis longtemps. À eux seuls, la Chine, les États-Unis, l'Inde et la Russie représentent 60 des émissions de CO2 dues au combustible. L'Union européenne, quelques 6 ou 8 je ne suis pas certain.
Euh, Qu'est-ce que vous dites par rapport au CO2 et cette psychose généralisée qu'on nous a présentée? On a dit tout à l'heure que la population mondiale a doublé depuis 50 ans. Voilà. Il est important de nourrir cette population, en particulier les plus jeunes. Or, le CO2 et par photosynthèse est la nourriture indispensable et irremplaçable nourriture des plantes, y compris les plantes nutritives. Donc il faut laisser l'augmentation de CO2 continuer, ça a été prouvé scientifiquement, hein, continuer à augmenter la, la production de plantes nutritives dans le monde. C'est Mhm. essentiel, c'est très important. Absolument. Ça, je pense que ça ne fait aucun doute. De plus en plus, les informations sont véhiculées par rapport à ça, mais on dirait que cette peur de l'effet du CO2 demeure quand même. Là. Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Écoutez, messieurs, on est déjà rendu à la fin de du premier segment, donc on va passer une petite pause publicitaire et on va revenir avec vous tout de suite après. De retour au balado Réalisme climatique avec notre invité, le professeur François Gervais de Touraine, en France, et Rénal Duberger, qui est ici de Québec. Et on poursuit, on discutait, professeur Gervais, de l'aspect des sources d'énergie. Donc en France, c'est le nucléaire, on comprend. Au Québec, comme vous savez, c'est l'hydroélectricité. Mais ces deux sources d'énergie-là qui sont exceptionnelles par rapport à la crise climatique, donc qui ne contribuent pas à cette pollution qu'on nous décrit partout à travers le monde, bien, elle est un peu, elle cause un peu de problématiques au niveau économique et politique, parce que, par exemple, Hydro-Québec, ici, fait en sorte qu'on maintient des taux à bas taux, justement, on vend l'électricité à bas taux pour la population, mais il y a aussi tout un mécanisme de rééquilibrage économique avec le reste du pays. Par exemple, l'Ouest qui produit du pétrole, et ça crée des disparités économiques régionales vraiment dramatiques, qui fait en sorte que le Québec, depuis 7-8 ans, s'est doté de politiques qui interdisent d'exploiter les ressources naturelles de gaz, par exemple, ce qui est une aberration à mon point de vue, et on vivait la même chose en France lorsque le professeur Girondeau nous disait que une douzaine de centrales nucléaires n'étaient pas exploitées pour la consommation locale. Donc, qu'est-ce que vous diriez par rapport à cet aspect-là là, qui est spécifique à la France et au Québec? Bon, en France, l'électricité est produite à 80% par le nucléaire Mhm. et on monte à 95% en ajoutant l'hydroélectricité. Ouais, Donc, en France, l'électricité est vraiment décarbonée, hein. voilà, tout à fait. Et est-ce qu'il y a un aspect économique, justement, étant donné que vous faites partie de l'Europe globalement et avec toutes les politiques qui vous sont imposées, est-ce que vous diriez, comme au Canada, qu'il y a des politiques qui viennent complètement inverser ce bénéfice-là, en fait? À vrai dire, on vend de l'électricité aux pays voisins parce qu'on en produit trop. Donc, on la vend à très bas prix, voire à prix négatif. Oui. Et bon, Oui, donc c'est pas intelligent de la part
Ouais. de votre, de votre gouvernement de faire de ce genre de politique éco-anxieuse-là, étant donné que vous avez une capacité d'exporter l'électricité, là, En comme nous? revanche, pour les transports, pour l'agriculture, les tracteurs, évidemment, on utilise des combustibles fossiles. Voilà, mais j'ai pas le choix. Diesel, essence pour les voitures. Il y a assez peu de voitures électriques en France. Ah La oui. proportion est assez faible. Donc, oui, on utilise comme carburant. Le tout, c'est d'avoir une voiture qui ne consomme pas trop. Ben, justement, le coût de l'électricité en France est plus élevé qu'ici au Québec, par exemple. Et c'est peut-être ça qui met un frein, justement, au développement des voitures électriques. Est-ce que c'est ce que vous diriez? Bah, de toute façon, il n'y a pas de voiture électrique française. Toutes Oui, les voitures électriques qui sont vendues en France sont chinoises. voilà. Donc déjà là, on revient avec les cellules Ouais. voltaïques de tout à l'heure. Le même principe est là. Vous avez touché l'aspect des vapeurs d'eau ou de l'impact des nuages par rapport aux gaz à effet de serre. Dans toute cette logorée climato-hystérique-là, justement, on parle des gaz à effet de serre. Pourriez-vous élaborer par rapport à cet aspect-là de serre atmosphérique? Là? Comment se fait-il qu'on a peur de cette description-là, Le alors que fait la est réalité est que, tout autre? Là? le fait est que les médias, bah, sauf vous justement, n'en parlent jamais. Mais le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Voilà. Et de très loin. Bon, donc c'est la raison pour laquelle si la vapeur d'eau localement, parce que c'est pas la même concentration partout dans le monde, c'est variable. La vapeur d'eau, il y en a beaucoup sous les tropiques, moins dans les pays tempérés, mais de toute façon, ça reste le principal gaz à effet de serre, et heureusement. Mhm. Sinon, la température de la Terre serait 30 degrés inférieure, et là, il ferait pas chaud. Faudrait avoir des peaux d'ours blanc pour se protéger du froid. 30 degrés inférieur s'il n'y avait pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère de la Terre. Donc, on comprend qu'il y a un rééquilibrage naturel qui empêche de penser que les modèles, les scénarios catastrophiques qu'on nous a présentés puissent ne pas se rééquilibrer dans le temps. C'est ce que je comprends, parce qu'on ne comprend pas tellement bien scientifiquement, je crois, l'importance des nuages ou comment les nuages interviennent dans l'aspect climatique. Alors, le rôle des nuages, c'est assez complexe. C'est ça? C'est-à-dire qu'ils ont à la fois un rôle réchauffant et un rôle refroidissant. Mhm. Et de faire le bilan des deux, c'est pas toujours très simple, d'autant plus que la couverture nuageuse est très variable selon les endroits de la Terre. Mhm. Donc, ça joue beaucoup sur la température, mais c'est difficile. D'une part, on ne peut pas les contrôler, donc on ne peut que constater. On ne peut pas contrôler les nuages, évidemment. Et toutes les idées de géo-ingénierie, c'est complètement loufoque. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on est obligé de faire avec. Mais Mhm. ça, c'est simplement une constatation. Mais ça vient aussi nous rendre plus prudents par rapport aux scénarios catastrophistes du GIEC, notamment, en disant, écoutez, on ne contrôle pas tant que ça les informations, notamment à cause de cet aspect-là. Un autre scénario qui est souvent présenté, c'est le scénario où le CO2 doublerait, par exemple. Quel serait l'impact si c'était le cas, si on vivait ce genre de scénario catastrophe-là? Mais le CO2, il n'y en a que 0,04% dans l'atmosphère. Oui. C'est pas lui qui va faire la loi. Il a une petite influence. Il a une petite influence. Mais alors, quand on dit 0,04% dans l'atmosphère, il y a une autre façon de dire. C'est qu'il y en a 3339 milliards de tonnes dans l'atmosphère. Mhm. Aujourd'hui, 3339 milliards de tonnes. Qu'est-ce que vous voulez faire pour changer quoi que ce soit à ces 3339 milliards de tonnes? D'autant plus que l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère provient pour partie des océans, qui effectivement se réchauffent pour des causes vraisemblablement naturelles, Mhm. et comme il y a 60%
comme il y a 60 fois de plus de CO2 dans les océans que dans l'atmosphère, évidemment, si peu qui se réchauffe, ça envoie du CO2 dans l'atmosphère. Et ça n'a rien à voir avec les combustibles fossiles. Mhm. Mais le fameux scénario du CO2, justement, qui est à la base de la taxe carbone, qui est à la base de toutes les politiques écologistes, ce que vous diriez, c'est qu'il faudrait complètement abolir cet aspect-là. C'est pas le nouveau dollar de l'économie qui devrait nous gouverner, comme c'est le cas depuis une vingtaine d'années maintenant. Mais on ne peut pas taxer les océans, n'est-ce pas? Et voilà, On ne peut pas taxer les volcans. l'oxygène, l'azote, l'argon de l'air. Donc, le seul qu'on peut taxer, c'est le CO2. Donc, évidemment, ça fait une source de revenus pour les finances publiques Mhm. Oui, mais c'est quand même inquiétant qui lorsqu'on sont regarde l'impact. terriblement négatives. Les finances publiques, on a un Exact. déficit en France de 3 500 milliards d'euros. Donc, taxer, évidemment, ça fait... Mais c'est n'importe quoi. Exactement. Franchement, c'est n'importe quoi. On pourrait dire que c'est du vent, mais on a aussi cet aspect-là qu'on doit traiter. L'éolien est le principal responsable de l'augmentation des coûts de production d'électricité, je pense, en France, parce qu'on n'en a pas besoin et on a forcé la France à adopter également cet aspect-là. Pardonnez-moi, j'ai pas bien entendu votre question. L'éolien est le principal responsable de Ah, l'augmentation des coûts de production d'électricité. Donc, c'est un peu une aberration, encore une fois. On n'a pas besoin. Et là, on a créé cette obligation-là qui arrive avec des coûts énergétiques de production pour construire le matériau et aussi de pollution à long terme parce qu'on n'arrive pas à s'en départir et de destruction des oiseaux. Et on a fait le tour là, de tous le côté négatif. Mais en plus, en France, vous n'avez même pas de besoin d'en avoir comme nous au Québec. Et pourtant, on vous l'a imposé. non, non, effectivement, on n'en a pas besoin en France puisqu'on produit plus d'électricité qu'on en a besoin, Oui, oui. mais ça a un coût insidieux, c'est que l'éolien, parce qu'il faut bien rémunérer les entreprises qui les installent, qui sont toutes étrangères, entre parenthèses, hein. Ah oui. On ne rémunère pas des entreprises françaises. Hmm. L'éolien, c'est principalement des Chinois et d'autres pays, mais il n'y en a pas de Français. Donc, pour les rémunérer, eh bien, effectivement, ça fait en France doubler le prix de l'électricité. Ah, ben, c'est ça l'impact. Alors Doubler. que on n'en a pas besoin, puisque la demande d'électricité en France est stable depuis 30 ans. Et l'éolien n'y a rien changé, mais le coût de l'électricité, lui, a doublé. Hmm. Merci. À ce sujet-là, Richard, Oui. je pense que Hydro-Québec fait une très grosse erreur en s'engouffrant dans l'éolien comme Hmm. ils font présentement. Mhm. Euh, il y a un aspect de l'éolien qu'il ne faut pas négliger, c'est une énergie qui est subventionnée. Le gouvernement donne des millions de dollars aux entreprises qui installent des éoliennes. Oui. Les éoliennes, quand leur durée de vie, c'est quoi? 25, 30 ans? Puis au Québec, dans les climats qu'on connaît, c'est peut-être 20 ans, plus que Mhm. 25, 30 ans. À l'heure actuelle, au Québec, on a une politique qui veut remplacer tous nos véhicules thermiques par des véhicules électriques d'ici 2050. Hmm. Je vais vous annoncer quelque chose. Oui, nous avons de l'hydroélectricité. Nous sommes 100% hydroélectrique au Québec. Mais si nous convertissons le parc automobile thermique dont nous disposons présentement en électrique, et puis quand il va faire moins 30, moins 40 par les nuits d'hiver québécois, les plombs vont sauter parce que vous n'aurez pas assez. Toutes nos maisons sont chauffées à l'électricité ici. Alors imaginez, si en plus vous ajoutez tous ces millions de véhicules branchés la nuit par moins 30, ça ne suffira pas. Moi, Exact. je pense qu'Hydro-Québec devrait suivre le modèle français, Hmm. d'aller vers le nucléaire. Parce que des rivières, on n'en a pas autant qu'on croit.
faut quand même protéger nos rivières qui nous restent encore pour la pêche, pour l'environnement. Il n'est pas question de développer de nouvelles centrales hydroélectriques. Donc, il faut aller vers le nucléaire. Puis moi, je pense que les mini-centrales, parce qu'un des coûts importants de l'électricité ici, c'est le transport de cette électricité-là. Oui. Quand j'étais professeur à l'Université de Chicoutimi, Chicoutimi, c'est dans le nord, j'ai toujours dit, moi, à mes élèves, pourquoi nous payons l'électricité au même prix que les gens de Montréal? Nous sommes au pied de la chute. Ah oui. Hein? Les frais de transport sont presque nuls comparé aux gens de Montréal qui doivent importer de l'électricité qui vient du Grand Nord. Bon, tout ça mis ensemble, moi, je pense que l'Hydro-Québec fait une grave erreur à l'heure actuelle en développant l'éolien. Comme François l'a souligné, c'est pas de la technologie, c'est pas des matériaux canadiens ou québécois. Ça vient d'ailleurs, ça vient de Chine, ça coûte cher. Il y a toutes sortes de trucs, même polluants, dans le développement d'une éolienne. Imaginez le nombre la quantité de béton et d'acier d'armature que ça prend juste pour un seul de ces virements-là. Je pense qu'on devrait publier dans les manuels scolaires de nos jeunes des bases d'une éolienne, comment c'est construit. Exactement. Ils seraient effrayés de voir ça. La déforestation que ça suppose. Les terres agricoles, ici, autour de Montréal. L'éolien n'est pas écologique. C'est pas écologique. La base de béton, je pense, hein, elle est énorme là, dans le sol. On sous-estime un peu le besoin là, pour construire une base d'une éolienne. Mais il y a aussi tous les rejets d'huile, hein, lors d'utilisation. Il y a beaucoup de rejets qui se font dans l'environnement même immédiat. Tout ça n'a jamais été présenté comme étant une réalité. On passe directement au fait qu'on produit l'électricité avec du vent et ça suffit pour l'imaginaire collectif. Alors, c'est vraiment là que le bas blesse, hein, c'est là-dessus qu'il faut s'attarder au niveau de l'argumentaire. Écoutez, messieurs, on termine le deuxième segment, alors on va poursuivre avec une autre pause et au retour, on pourra élaborer là-dessus, Reynald, encore une fois, mais aussi, je vais vouloir vous entendre sur vos expériences de carrière de professeur d'université avec la recherche de subventions et toute cette espèce de concurrence au niveau économique là, qui est intéressante à discuter pour qu'on puisse voir comment le contrôle de l'agenda part de très, très loin depuis plusieurs années. Alors, au retour de la pause, on continue. Alors, avant de poursuivre avec notre discussion dont je mentionnais par rapport aux subventions et tout ce que ça comporte au niveau universitaire, professeur Gervais, vous parlez d'entourloupe dans un de vos livres, d'entourloupe du GIEC, concernant la production bovine mondiale. Pourriez-vous nous parler un petit peu de ce sujet? Je n'ai pas bien entendu votre question. Vous parlez d'entourloupe du GIEC dans un de vos livres à propos de la production bovine mondiale. Seulement qu'on puisse dire.
Mais qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça? Pourquoi s'acharne-t-il à nous dire que les animaux, justement, sont une cause de pollution, alors que c'est complètement une aberration en tant que telle? C'est plus de la science, c'est de la politique. Voilà. Ça n'a rien à voir. Moi, je veux bien m'exprimer en tant que scientifique, physicien, mais je vais pas prendre une position politique. Ça n'est pas mon rôle. Donc vous rejetez Alors, complètement le GIEC est purement politique. c'est ça, vous rejetez cet argumentaire-là qui est présenté comme une Bien sûr, priorité c'est à nos jeunes, justement. Ça fait partie du purement lavage de politique. cerveau, là. La meilleure preuve, c'est que le siège du GIEC, c'est à Genève, Mhm. euh, dans les bureaux de l'Association météorologique mondiale. J'ai rien contre la météorologie, bien sûr, mais ils prennent quand même des positions, parfois, disons, très exagérées. Je veux Mhm. dire, quand on met en avant un réchauffement de 0,01 degré par siècle, pas par siècle, pardon, par an, 0,01 degré par an, et dire que c'est l'Armageddon, que c'est l'apocalypse si on laisse se faire 0,01 degré supplémentaire par an, c'est pas sérieux. C'est pas de la science, c'est de la politique. Exact. On est d'accord Toujours là-dessus. en se basant sur des modèles de climat Ouais. qui exagèrent considérablement les choses. Hmm. Mais qu'en est-il de la pollution de l'air, par exemple, en Occident, le smog, hein? Il nous arrive des périodes où on a un smog important. Est-ce que c'est le Voilà. même smog qu'on avait à l'époque de l'époque industrielle où il y avait beaucoup de pollution des combustibles, mais aujourd'hui, La ça semble être qualité de différent. l'air, enfin, je parle de la France, j'ai pas été vérifié ailleurs. Mhm. La qualité de l'air s'est remarquablement améliorée. Tous les polluants, les vrais, le dioxyde de soufre a été quasiment éliminé. C'était le principal polluant. Ce qui, par exemple, à Londres, dans les années 1950, avait causé des pluies qui avaient causé la mort de Hmm. milliers de personnes. Le smog de Londres, à une époque où il y avait du dioxyde de soufre, parce que le dioxyde de soufre avec la vapeur d'eau, ça fait de l'acide sulfurique. Oui. C'est pas franchement bon à respirer, hein, l'acide sulfurique. Ouais. Donc, voilà. Mais maintenant, ça a complètement disparu, enfin, du moins en Europe, le dioxyde de soufre a été éradiqué. Donc, les seuls polluants qu'on peut incriminer, ce sont ce qu'on appelle les particules fines. Mhm. Les particules fines, effectivement, petite dimension qu'on peut respirer, et ça, c'est pas trop, très bon, surtout pour les personnes qui ont des problèmes d'asthme. Mhm. Bon, donc les objectifs sont de diminuer les particules fines. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a eu une vraie diminution des particules fines, donc diminuant un aspect de la pollution. Cela dit, là où on trouve en France, hein, à Paris même, le maximum de particules fines, c'est sur les quais souterrains du métro et du RER. Pourquoi? Parce que simplement, c'est le freinage qui envoie des particules fines Ah oui. dans l'atmosphère confinée des quais du métro ou des quais du RER. Mhm. Et ben, si on veut continuer à utiliser le métro et le RER, il faut bien qu'ils puissent freiner. Eh oui. Et donc, c'est presque insoluble comme problème. Mais Mais c'est un réel problème. C'est intéressant. Ici, au Canada, on a des forêts immenses, donc on a des feux de forêt, et c'est ce qu'on vit habituellement, les particules fines dont vous parlez. C'est la production justement des feux de forêt en ce qui nous concerne, et on revit un peu certaines journées, ce qu'on a connu à l'époque industrielle où il y avait un smog qui était dû aux Et pourtant, le combustions métro et chimiques. le RER sont propulsés par l'électricité. Et voilà. Donc, ça n'empêche pas
l'émission de particules fines. Exact. Donc, il faut bien séparer chacun des polluants ou des réalités scientifiques par rapport à ça, là. C'est intéressant. Alors, revenons au sujet dont j'ai mentionné tout à l'heure, qui m'intéresse particulièrement et qui intéresse beaucoup Reynald aussi. C'est cette compétition entre les chercheurs pour obtenir des subventions dans les universités. À mon avis, la principale source de l'hystérie climatique qu'on connaît depuis une trentaine d'années, elle provient du fait que les institutions ont été sont contrôlées toujours par ces gouvernements ou ces lobbies économiques qui viennent imposer un discours qui est complètement aberrant. Mais quelle a été votre expérience à vous, professeur Gervais, aussi Reynald, par rapport à cette réalité dans les universités, là? J'ai été pendant 16 ans directeur d'un laboratoire associé au CNRS. Et effectivement, le rôle d'un directeur de laboratoire, c'est d'aller chercher de l'argent pour que les collègues puissent travailler. Ouais. Parce qu'avec les subventions de l'État, on n'irait pas loin. Donc si on veut effectivement acquérir des équipements de pointe pour pouvoir faire des recherches de pointe, il faut de l'argent. Mhm. Il n'y a pas de secret. Et donc, pendant toute ma carrière, le rôle d'un directeur de labo, c'était d'aller chercher de l'argent, hein. Bon, et c'est ce que j'ai fait. Et le labo s'en est bien tiré, il continue. Mes successeurs continuent à bien trouver de l'argent pour avoir un laboratoire bien équipé pour faire des recherches de pointe. Donc ça, c'est faisable. Mhm. Ça ne pose pas de problème. Mais cela dit, j'ai commencé à m'intéresser au climato-réalisme seulement une fois que j'ai été déchargé, Mhm. retraité, et que je pouvais vraiment, c'est là que j'ai écrit mon premier livre, L'innocence du carbone, parce que si je l'avais fait lorsque j'étais directeur de laboratoire, j'aurais flingué le Oui, laboratoire. exact. C'était pas possible. C'était politiquement incorrect. Donc, je n'ai commencé à écrire là-dessus qu'une fois que je n'avais plus ce genre de responsabilité. Donc, L'innocence du carbone, c'est le premier de mes livres qui a été publié donc un an après que j'ai pris ma retraite. Mhm. On peut dire que ça, c'est le côté réaliste de l'économie, hein? On ne mord pas la main qui nous nourrit. Et ça, c'est la problématique que plusieurs universitaires vivent depuis trop longtemps déjà. Et moi, j'apprécie votre discours, justement, depuis que vous êtes retraité. Il en va de même pour Reynald aussi, qui nous l'a partagé dans une autre émission. C'est le fait de pouvoir dire ce qu'il en est pour que certains chercheurs, certains universitaires qui œuvrent toujours dans cette réalité-là puissent commencer à renverser la vapeur. Ça n'a pas de bon sens que les conséquences de cette chape de plomb qu'on met sur l'intelligence soient transmises à des générations. Là, on est à plusieurs générations depuis que c'est commencé, cette stratégie-là. C'est quand même assez aberrant qu'on vive ça, là. En fait, Cela dit, François pardon. souligne euh, avec beaucoup de justesse le problème de la loyauté qu'on doit avoir envers notre institution quand on est actif. Mhm. Mais François a publié son premier livre une fois qu'il a pris sa retraite. Et il n'est pas le seul. La grande climatologue américaine Judith Curry a dit, maintenant que je suis retraité, je suis libre de parler. Mhm. Autrement dit, quand tu étais professeur d'université, tu es lié à un groupe auquel tu dois une certaine fidélité. Tu ne peux pas dire tout ce que tu penses. Euh, Malheureux. donc, le problème de la liberté, je dirais, de parole pour un chercheur reste un problème. Mhm. Et un aspect important, comme François le soulignait, il faut que tu ailles chercher de l'argent. Puis il y a un proverbe ici en Amérique, aussi bien aux États-Unis qu'au Canada, on dit publish or perish. La pression mise sur les chercheurs pour sortir des publications dans des revues à comité de lecture, elle est énorme. Mhm. Dans mon université, on a
pour qu'un professeur soit promu au titre de professeur titulaire, ce qu'on appelle full professor en anglais, il fallait une quantité impressionnante de publications scientifiques. Et ça se fait souvent au détriment de l'enseignement, parce que la fonction pédagogique du professeur est souvent considérée, du point de vue de sa promotion, là, secondaire par rapport à ses performances comme chercheur et surtout comme publicateur de papiers scientifiques. Et François le sait aussi bien que moi, quand tu es dans le milieu universitaire, ce qui fait que tu as une promotion, c'est souvent le nombre de tes publications scientifiques et non pas la qualité de ton enseignement. Donc, j'ai vécu ça. Et maintenant que je suis à la retraite, je suis comme François. Je suis libre de, comme on dit au Québec, de m'épivarder, de dire vraiment ce que j'ai dans le fond du cœur, puis dans le fond des tripes au point de vue du climat, ce que je n'avais pas la liberté de faire quand j'étais professeur d'université. D'ailleurs, mon groupe de professeurs est devenu... ils ont senti la poule aux œufs d'or climatique. Ils sont tous des climato-alarmistes. Ils savent que quand le gouvernement canadien a déclaré qu'il y a un problème, entre guillemets, avec le climat, s'ils peuvent arrimer leur projet de recherche à ce fameux problème, ils ont beaucoup plus de chances d'avoir du fric que s'il n'y a pas de problème. Un chercheur qui fait une demande de subvention puis qui prétend qu'avec sa recherche, il va résoudre un problème, il y a beaucoup plus de chances que quelqu'un qui fait juste de la recherche pour simplement connaître l'inconnu. N'est-ce pas, François? Pour la petite histoire, une fois que j'ai pris ma retraite, j'ai publié sur le climat et le carbone dans des revues internationales à comité de lecture, dans l'International Journal of Modern Physics, dans Earth Science Reviews, dans Climate et dans Science of Climate Change. Donc, je ne me suis pas arrêté de publier pour autant, y compris donc dans des revues internationales à comité de lecture. Donc, par ailleurs, j'ai commencé à écrire donc des bouquins en français parce qu'une publication, c'est abscon pour le grand public. Donc, il faut aussi écrire pour expliquer par le menu le contenu de toutes ces publications, non seulement les miennes, mais ceux d'un très grand nombre d'auteurs dont on peut trouver par exemple la liste sur clintel.org. Clintel.org, il y a 2000 scientifiques qui sont justement réalistes. On peut dire que vous êtes des retraités réalistes, hein? Heureusement pour nous que vous parlez haut et fort. Et c'est ce que j'ai constaté lorsque j'ai été à Washington aussi. Le moyenne d'âge, elle est très élevée. On peut penser que c'est parce qu'on arrive à un âge vénérable et là, on comprend tout. Non, non, pas du tout. C'est parce qu'on ne peut pas parler tant qu'on n'est pas retraité. C'est ce qu'on comprend de votre discours. Et c'est le cas en politique à plusieurs égards, effectivement. C'est malheureux que ce soit comme ça. D'ailleurs, j'ai proposé à l'Association des retraités de mon université de leur faire une présentation l'automne prochain sur le climato-réalisme. J'ai pas eu encore de réponse claire. Ils sont très, très réticents. Même retraités? C'est quelque chose, hein? Mais j'ai quand même une tribune à la radio. Oui, ça c'est très bien. Et maintenant, avec notre balado. Mais Rénal, comment réconcilier le citoyen avec la science si justement la question scientifique a dérapé vers un narratif mondialiste et donc politique et émotionnel? Hein, on est vraiment là-dedans, là. Ouais. Moi, je pense, Richard, qu'il va falloir exposer au public des débats entre scientifiques. Il faudrait que des gens comme moi et François soient confrontés avec des climato-alarmistes, des scientifiques, et puis qu'on prenne... François et moi, on est capable de vulgariser notre science, ce n'est pas tous les scientifiques qui sont capables de le faire, mais ça devrait être fait beaucoup plus souvent et les médias sont responsables de ça. C'est leur devoir. Vous avez eu en France... François, une commission d'enquête qui a duré 6 mois
sur l'audiovisuel public. Puis une des choses qui est ressortie de ça, c'est que l'audiovisuel public n'est pas impartial, n'est pas neutre, favorise un clan plutôt qu'un autre. C'est beaucoup plus à gauche qu'à droite. Et toi-même, François, tu as été souvent dans des médias privés comme Sud Radio, Oui, qui malheureusement ont été rançonnés, ont été mis à l'amende parce qu'ils t'avaient invité. Je pense à André Berkoff, tout à à cette fait. émission. Et puis, je pense qu'André Berkoff leur a fait un gros doigt d'honneur parce que Oui, tu as été réinvité par la suite. bien sûr. C'est quand même audacieux, mais ça montre une chose, c'est qu'il y a des organismes de régulation comme le CRTC ici au Canada et l'ARCOM en France qui ont décidé d'être la police de ce qui devrait se dire sur les ondes, autant privées que publiques. Et je pense qu'il y a un combat qu'il faut mener à ce niveau-là en France à l'heure actuelle. Et dans l'ARCOM, il n'y a aucun scientifique, hein. Voilà. Ça, c'est fantastique, c'est de voir que justement, on exclut les scientifiques des tribunes où on devrait débattre. Mais j'invite justement, j'en profite pour inviter les climato-réchauffistes qui veulent venir débattre avec Rénal Duberger et d'autres. Vous êtes bienvenus. On pourra même organiser ici un panel. On est équipé avec le studio pour pouvoir le faire et ça nous fera plaisir de vous recevoir parce qu'on sait très bien que vous, Rénald et François, vous ne serez jamais invités dans ce genre de débat-là. C'est ce Mais que je Richard, comprends. moi, je suis prêt à descendre à Montréal Oui. si tu organisais un truc comme ça. Bien, je vais l'organiser la journée qu'on va trouver des climato-réchauffistes qui sont prêts à venir débattre sérieusement. Là. C'est ça qu'on a. C'est Je notre pense objectif qu'ils ici. ont trop peur des questions Bien qu'on oui. peut leur poser. Tout à Bien, fait. juste à écouter ce que vous venez de dire aujourd'hui, je pense qu'ils trembleraient à l'idée de venir débattre. Certains organisateurs en France ont essayé d'organiser un débat Oui, avec des climato-alarmistes, mais ils n'ont pas voulu venir. c'est ça, c'est ça. C'est le problème qu'on a. Il n'y a pas eu de débat parce qu'ils ont refusé de venir débattre. C'est Voilà. tout. Même chose ici, François. Ouais, Oui, ouais, tout à ouais. fait. Bien, écoutez, messieurs, ça fait le tour de notre émission. L'heure passe très rapidement. Alors, on est on apprécie beaucoup votre rapport. On a compris aussi que la réalité, elle est pareille à travers tout l'Occident, là, sinon à travers le monde. Donc, la réalité universitaire, la réalité du contrôle du narratif par l'État, par les lobbies. Il y a quelque chose à travailler de ce côté-là. Nous, on va poursuivre notre mission de faire connaître ça. Je vous invite, professeur Gervais, à nous transmettre de l'information, des questions, des sujets que vous voudriez qu'on développe à l'avenir. Nous, on veut que ce soit la tribune qui nous permette justement d'aller beaucoup plus loin dans la recherche d'informations. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre disponibilité en cette période Merci à estivale. vous et je salue votre courage. Moi, j'ai pas de courage. Bravo. J'ai le rôle le plus facile. Vous, le courage, vous l'avez parce que vous défendez des thèses qui vont à l'encontre, justement, de tous vos alma mater, mais on comprend que c'est le fait d'être à la retraite qui vous donne cette liberté-là. Et on salue votre grande forme physique pour, justement, pouvoir poursuivre votre mission malgré votre retraite. Merci encore d'être venu avec nous. Merci, Rénal. Toujours un plaisir de partager la tribune avec toi. Alors, on va sûrement se revoir la semaine prochaine pour un autre balado. Réalisme climatique, ici à notre antenne. Au revoir. Mes amitiés au Québec. Au revoir, François. Au revoir. Au revoir, Renald. Plaisir.